Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, je reçois Charles Moreau, qui est président de 3R Synergie, une compagnie qui développe des technologies avant-gardistes dans le but de réduire les problèmes environnementaux d'aujourd'hui. Leur modèle d'affaires propose la mise en place d'usines qui élimineraient complètement l'enfouissement de déchets pour les recycler en différents produits de base. Monsieur Moreau, bienvenue à l'Informel. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est mon plaisir d'être ici. Descendu de Montréal, donc j'apprécie doublement. Je n'ai pas fait de pouce, fait que ça a bien été. On l'a vu en introduction, on va parler de votre projet d'affaires, on va parler nécessairement d'environnement. Souvent, nécessairement, l'environnement fait partie beaucoup des médias. Là. Ces temps-ci, on entend beaucoup parler, on va parler beaucoup des gaz à effet de serre. Mais quand on parle de gaz à effet de serre, souvent, on a tendance à associer au transport, souvent. On ne pense pas nécessairement à l'enfouissement. Donc, l'enfouissement, qu'est-ce que ça représente comme problème au niveau de l'environnement? Donc, c'est une question qui est assez ouverte, assez large. Mm-hmm. Je ne sais pas quel bout je vais prendre pour vous répondre parce que c'est tellement large. Mais disons, si on considère l'impact sur les gaz à effet de serre des déchets, disons, on va prendre cet angle-là, vu que tu as inauguré la conversation sur les GES, c'est pas beaucoup de pourcentage. On parle de quelques points de pourcentage. Certains disent 7%, 3, 4, 5, en tout cas. Mettons entre 0 et 7 % des effets de serre sont dus à la façon qu'on gère nos déchets. Donc, ici au Québec, c'est majoritairement par enfouissement, un petit peu d'incinération à la Ville de Québec puis à la Ville de Lévis, mais pour le reste, c'est enfouissement mur à mur. Et malgré la bonne volonté des gestionnaires de sites d'enfouissement qui essaient de capter le gaz méthane des sites et éventuellement de le valoriser ou en fait de le brûler carrément, il y a des émissions majeures qui sortent de cet ensemble-là. Et donc, ça donne l'impression que quand on parle de déchets puis de réduction de gaz à effet de serre en rapport avec les déchets, qu'on ne s'occupe pas du gros problème qui est celui des émissions de transport. Mais c'est pour ça que j'ai lancé avec ça. C'est ce que ça me donne comme impression. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un lien direct entre les deux. Et c'est ce que l'on fait, nous. On fait le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on prend les déchets, on les utilise pour en faire sortir l'énergie. Et cette énergie-là va être utilisée dans le domaine du transport pour réduire le gaz à effet de serre du transport. Okay. Donc, c'est là qu'il y a un lien direct entre les déchets et la façon qu'on gère, la façon nouvelle, je devrais dire, que nous, on veut gérer les déchets avec éventuellement des réductions de gaz à effet de serre au niveau du transport. Donc, c'est ça la beauté de ce que nous, on met de l'avant, c'est que d'une part, c'est unique et avec un problème d'environnement, on transforme ce problème-là en une solution qui permet de réduire les gaz à effet de serre, non seulement au niveau des déchets, mais aussi au niveau du transport, puis à plusieurs égards ailleurs aussi. On va en parler un peu plus tard tantôt, si vous voulez, mais il reste que quand on va faire des sous-produits à partir de ce qui reste du traitement des déchets, on parle par exemple de produire de la laine de roche, bien là encore, on a un impact du côté des émissions au niveau de l'ensemble des résidences, des commerces et industries qui doivent être mieux isolés pour réduire la facture de gaz à effet de serre qu'ils génèrent. Donc ça, c'est aussi une contribution de la gestion de déchets que nous, on propose, qui permet justement d'avoir un impact plus grand que simplement en rapport avec les déchets eux-mêmes. Bon, fait que si on exclut à ce moment-là le gaz à effet de serre, ça, c'est quoi les autres problèmes qu'on peut observer que ça va causer dans l'environnement? J'ai envie de mettre en situation la problématique avant de voir la solution que vous proposez. En fait, il y a la réalité, puis il y a la question réglementaire. Mettons ça comme ça. Là. Okay. Collectivement, on a fait un choix. On a fait le choix, de faire de l'enfouissement comme étant une solution acceptable. Ça date d'il y a longtemps. Avant qu'on soit né, on avait ce qu'on appelait à l'époque des dépotoirs. Et des dépotoirs, c'est carrément des déchets qui étaient mis sur un bout de terrain, à ciel ouvert, puis c'est tout. Ça s'est amélioré un petit peu depuis ce temps-là. On creuse des trous, des tranchées, on met des toiles isolantes et des choses du genre, et des capteurs éventuellement de gaz méthane, puis des choses comme ça. Mais essentiellement, on est en train encore là de polluer de façon volontaire des lots, des superficies de terrain qui sont dédiées ni plus ni moins à se créer collectivement ce que moi j'appellerais, en termes comptables, mais il reste que c'est la vérité aussi, un passif environnemental.
Parce qu'un jour ou l'autre, un peu comme quand on fait le ménage chez soi, la poussière, si on la met en dessous du tapis, mais à un moment donné, ça fait une bosse. Puis cette bosse-là, il faut l'enlever. Ouais. C'est un peu le même principe du côté de la Terre. La Terre, c'est pas une poubelle. Tôt ou tard, il va falloir nettoyer ça. Si c'est pas nous, c'est nos enfants, c'est les enfants de nos enfants, mais il y a quelqu'un qui va un jour payer cette facture-là. Je me suis fait un petit plaisir à un moment donné pour calculer qu'est-ce que ça représente le passif environnemental du Québec, puis là, de façon ultra conservatrice. Il y a au bas mot 125 millions de tonnes de déchets enfouis depuis les derniers 30 ans. Pendant tout le temps qu'on a parlé de recyclage, là, on a accumulé un passif environnemental de l'ordre de 125 millions de tonnes de déchets qui représente quelque part comme 23-24 milliards de dollars en dollars d'aujourd'hui pour le nettoyage éventuel qu'on devra faire. Okay. Donc, si on décide un jour de dire on va procéder d'une autre façon, on n'aura pas le choix. Ouais. C'est pas un jour où on va décider que les changements climatiques vont nous forcer à faire le ménage tôt ou tard, puis ça va être plus tôt que prévu. Et cette facture-là, en date d'aujourd'hui, on peut dire sur la marge de crédit collective, là, il y a 23 milliards en ce moment. Et là, puis je dis pas combien de temps ça va prendre pour nettoyer ça, je ne vivrai pas assez vieux pour le voir. Par contre, je vais réussir à l'initier avec grand plaisir, puis mettre en place des outils qui vont pouvoir servir pour faire ça, parce qu'au moment où on se parle, on n'en a pas. Zéro. Donc, c'est ça. Puis ça ne va pas en s'améliorant. Ce que j'ai vu, les chiffres, malgré les efforts pour compostage, recyclage et tout ça, on en voit encore de plus en plus de déchets à l'enfouissement. Est-ce que j'ai raison? Bon, en fait, il y a une petite croissance, mais pendant le temps qu'on s'occupe du recyclage, ceux qui ont des sites d'enfouissement, eux autres, ils se frottent les mains, ils sont contents parce qu'ils continuent à faire de la bonne business, comme on dit en bon jargon, là, parce qu'eux, ils continuent à avoir un volume appréciable de déchets qui sont enfouis. L'autre point qu'il fallait peut-être que je le dise aussi concernant l'état des choses, concernant la gestion des déchets, il y a un impact sur l'environnement, sur la qualité de l'air. Ça, c'est réel. On ne parle pas... je vous donne un exemple. Il y a eu une étude longitudinale qui a été faite dans la région de la Naudière, en fait, dans le secteur de Repentigny, par un médecin spécialiste en infectiologie sur une période de 10 ans sur les enfants qui vivent alentour du site d'enfouissement de Lachenay, qui appartient à Waste Connection maintenant, anciennement BFI. Ces enfants-là ont une affliction au niveau pulmonaire significativement beaucoup plus élevée que tous les enfants autres du Québec. Ah ouais. Oui. Ça a été dit durant un bureau d'audience publique en environnement. Et le gouvernement de l'époque n'a pas tenu compte de ça, mais la vérité, c'est que ces enfants-là souffrent de problèmes d'asthme, divers problèmes de pulmonaires, en fréquence plus grande et en gravité plus grande que tous les autres enfants du Québec. Wow. Donc, on a un cas réel, scientifiquement prouvé, qui démontre qu'il y a un impact à faire d'enfouissement pour la santé humaine. Puis, je vous donne une petite anecdote. Actuellement, il y a un des gouvernements qui a décidé que c'était une très bonne idée, finalement, de prendre soin de la santé. Ils ont mis un hôpital à moins d'1 kilomètre du plus gros site d'enfouissement du Québec. C'est réel, hein? C'est l'hôpital Le Gardeur. Je suis au coin de la 640 et de la 40. Oui. Ce hôpital qui est là, il est à 1 kilomètre du plus gros site d'enfouissement du Québec. Mais là, de ce que vous dites, ça semble être des données que les gens ne sont pas vraiment au courant. Non. Ça n'a pas été tenu compte, comme vous dites, des gouvernements de l'époque. Au BAP, ils l'ont entendu. Le président du BAP l'a entendu. Ouais. Ça, c'est un rapport qui est encore disponible. Et cette recherche-là a été faite par des gens, des experts du domaine. Et ils ont présenté ça. Puis moi, j'étais là. Ils ont présenté cette étude-là au bureau du BAP. Mais en fait, lors des audiences du BAP, pour l'agrandissement du site d'enfouissement de Lachenay, puis on n'a pas tenu compte du tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un hôpital à la place. C'est complètement insensé. Puis ça, c'est un site. Ça veut dire que si tu regardes à travers le Québec, on a combien de sites d'enfouissement comme ça au Québec? Entre 60 et 70, ça dépend. Actuellement, il y a actuellement des sites d'enfouissement sauvages. Là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler via les journaux à Sainte-Sophie, dans des places comme ça. Il y a eu des terres contaminées qui provenaient de construction dans la région de Montréal. Puis le lieu d'enfouissement, c'était un terrain d'un agriculteur qui voulait faire un peu d'argent avec son terrain, qui acceptait de recevoir des voyages de terres contaminées. Et que c'est plus ou moins regardant. En tout cas, fait une histoire courte,
la pollution par l'enfouissement est sauvage ou pas, c'est, à mes yeux, moi, un des plus gros problèmes auxquels on va devoir faire face très bientôt. Puis on s'entend, le recyclage non plus, c'est pas la solution. Là, on est rendu que les pays vers qui on exportait, ils n'en veulent plus. Ouais. On est pris avec. Ouais. Ça fonctionne pas non plus. Donc là, c'est un autre sujet qui est peut-être un peu long, mais on peut en parler. Bon. Actuellement, c'est parce que j'imagine aussi que vous avez regardé, dans votre projet, vous avez dû regarder toutes ces solutions-là pour en venir à la conclusion de dire, bien, ces solutions-là, ça ne fonctionne pas trop, c'est pour ça qu'on veut proposer autre chose. OK. Disons qu'au départ, moi, j'ai eu une première entreprise qui avait comme vocation de faire du recyclage de la réutilisation de déchets provenant de l'industrie pharmaceutique, cosmétique, sanitaire et alimentaire. Okay. C'est là-dedans que c'était mon laboratoire, si on peut dire. C'est là-dedans que j'ai fait mes classes sur le terrain, les deux mains dedans. Même en habit-cravate, c'était les deux mains dedans pareil tous les jours. Il reste que c'est là que j'ai appris que le recyclage avait ses limites. Et même la réutilisation avait ses limites. Et que si on voulait aller plus loin, il fallait ouvrir nos horizons puis regarder d'autres possibilités que celles qui est du recyclage au sens pur du terme, c'est-à-dire prendre du plastique, d'une bouteille de plastique, le granuler puis l'utiliser encore pour faire une autre bouteille de plastique, par exemple, ce qui est le recyclage, mettons, dans le sens pur du terme. Il y a autre chose qui est aussi valable que le recyclage. Et c'est ça que moi, j'ai pas seulement découvert, mais que je recherchais à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'était en 2004 que j'ai commencé à faire des recherches pour aller plus loin au niveau des résultats de recyclage que j'avais obtenus dans mon entreprise à l'époque. Donc, je me disais, bien, pour moi, les déchets ou les matières résiduelles, si vous me permettez ce vocable-là, c'est celui qu'on utilise dans notre jargon, c'est essentiellement pour moi des matières premières. Donc, de jeter des matières premières, ça n'a aucun sens. Et surtout, je donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Dans le Grand Nord, on paye des milliards de dollars pour aller chercher du minerai dans le sol. Dans le Sud, on paye des centaines de millions de dollars par année pour enfouir des matières premières. C'est ce qu'on fait. Parce que ces matières-là, on peut, à partir de maintenant, on peut les valoriser, les utiliser complètement. Quand on parle de la partie recyclage, on parle de 700 000 tonnes à peu près de déchets, de l'ensemble des déchets en ce moment au Québec, qui fait partie de la collecte sélective. Sur 5,2 millions de tonnes qui sont en plus enfouies. Donc, mettons 6 millions de tonnes, il y a 700-800 000 tonnes de recyclage, puis le reste est enfoui. Moi, personnellement, la partie enfouissement m'intéresse parce que c'est des matières premières. Quand on revient à la partie recyclage, là, on voit, pour revenir au début de ta question, on voit les limites du recyclage, puis on l'a en pleine face. On rentre dans le mur de béton, à savoir que ce n'est pas vrai que même les 700 000, 800 000 tonnes de déchets qui sont collectés porte à porte, ce n'est pas vrai qu'ils sont actuellement recyclés dans le sens pur du terme. Pas plus en Chine, pas plus en Inde, pas plus à nommer le pays que vous voulez. Il y a des pays qui utilisent ça comme carburant de remplacement. Là. Je veux dire, on est loin du recyclage. OK, pour mettre ça dans des incinérateurs éventuellement, pour améliorer la performance des incinérateurs. Et en Chine faisait partie de ça, l'Inde fait partie de ça, puis pas à peu près. Bon, fin d'histoire courte, ce que nous, on s'imagine qui se passe avec les déchets qu'on met dans le bac bleu, puis la réalité, c'est deux choses totalement différentes. Puis je dis pas qu'il y a juste du mauvais là-dedans, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il y a des ratés. Puis dans le système actuel, il n'y a pas de contrôle suffisant d'un bout à l'autre de la chaîne pour s'assurer qu'il y a cohérence entre le coût astronomique que l'on paye pour faire du recyclage. On parle de plus de 200 $ la tonne. C'est énorme. Moi, ce que je propose comme remplacement, c'est à peu près la moitié prix. Là. OK, donc, on parle que c'est beaucoup d'argent. Donc, si on fait ça, on est-tu en droit collectivement de s'attendre qu'il y ait un résultat, puis que ce résultat, c'est peut-être pas parfait, mais à tout le moins... Moindrement efficace. 5-10 % de rejet, je veux bien, là, mais je veux dire que 95 % sur recyclé, ça serait peut-être normal. Mais c'est pas le cas, mais pas du tout. Et puis là, maintenant, de fil en aiguille, vu qu'il y avait un manque de contrôle, il y a eu, évidemment, des gens qui ont profité du système puis qui n'ont pas nécessairement utilisé les fonds suffisants pour rendre leur centre de tri à un niveau de performance suffisant pour que ça soit recyclé à 100 %, ou ils trouvaient preneur.
même si le résultat qu'ils obtenaient n'était pas vraiment bon, ils trouvaient preneur pour la matière quand même, puis la Chine était tolérante, l'Inde aussi, puis d'autres. Fait qu'eux autres, ils ne se sont pas cassés la tête et on dit, regarde, on met ça dans le conteneur, puis on envoie ça là-bas. Eux autres le trieront davantage. Dans certains cas, c'est vrai, dans d'autres cas, non. Dans d'autres cas, ils n'ont plus tel quel, puis ils ont utilisé comme carburant. Et, en tout cas, je ne vais pas lancer de chiffres, là. Je ne vais pas faire une polémique à l'entour de ça. Ce que je veux faire, c'est faire prendre conscience, surtout aux gens, que pendant le temps qu'on s'occupe de 700 000 tonnes de déchets, il y en a 5,2 qu'on enfouit. Et ça, c'est totalement inacceptable. Mais je trouve ça important que vous dites ça parce que, puis moi, le premier, là, j'ai l'impression que quand je prends mon recyclage, je fais un bon geste, mais sachant que c'est pas bien utilisé toujours, c'est déjà, je trouve, un problème. Mais là, j'aimerais ça qu'on parle. Vous avez construit vous avez un modèle d'affaires où vous avez construit des usines qui vont utiliser les déchets puis qui vont les réutiliser et les recycler à 100%. Je suis bien moins bien placé pour en parler que vous. Donc, expliquez-nous, là, c'est quoi exactement que l'usine fait? Comment est-ce que ça fonctionne? Bon, essentiellement, on parle de procédés thermochimiques. Okay, je ne veux pas sortir des grands mots pour vous perdre, c'est pas le but. Non, thermochimique, je peux le prendre. Thermochimique pour faire une dissociation par rapport à l'incinération qui est une combustion. Ouais. Okay? On ne parle pas de combustion en ce moment. Okay. C'est pas ça qu'on a choisi, volontairement. On fait un procédé thermochimique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cheminée. Pas de rejet. Oui, c'est vrai. J'ai vu les photos, effectivement. Là, il n'y en a pas. Comparativement à un incinérateur qui a effectivement une cheminée. L'incinérateur de Québec, par exemple, émet 50% des gaz à effet de serre de la ville. Okay, c'est considérable. On parle de plus de 200 000 tonnes, si ma mémoire est fidèle, quelque chose de genre, de tonnes équivalentes de CO2 par année. C'est pas 225 000, je pense. En tout cas, de cet ordre-là. Donc, quand on voit ça, on dit il y a une solution qui existe. Nous, on a fait des recherches en 2004 pour voir sur la planète qu'est-ce qu'il y avait de disponible comme technologie permettant de faire justement quelque chose de positif avec tout ce qui est actuellement enfoui, tout ce qui est dit non recyclable, selon la façon qu'on définit les choses. Ouais. Moi, ça m'intéressait énormément. Puis finalement, sur plus de 150 technologies, on a finalement visité une quinzaine. Et de ces 15-là, on a trouvé une qui avait toutes les facettes qui nous intéressaient, si vous voulez, en termes technologiques, pour qu'on décide de s'y investir depuis 2004. Et on est devenu représentant de cette compagnie-là qui s'appelle ThermoSelect depuis ce temps-là, ici au Canada. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle peut prendre les déchets qui sont enfouis tels quels. Donc, des déchets qui sont, appelons ça post-recyclage, c'est-à-dire une fois que tout le monde a fait ses efforts, là, bien, nous, on vient en appui des efforts de la population pour dire, bien, le résiduel, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, les matières résiduelles ultimes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas recyclées, on les utilise comme intrants pour notre usine pour éventuellement en sortir l'énergie, dans un premier temps, qu'on appelle gaz de synthèse. Puis on va voir un peu tantôt qu'est-ce qu'on peut en faire. Et également des sous-produits qui, eux, servent dans la fabrication de laine de roche. Laine de roche, c'est un isolant de la meilleure qualité qui soit pour des résidences, des commerces, des industries. Et ça permet non seulement c'est ignifuge, c'est antifongique, en fait, c'est aussi insonorisant, ça a toutes les vertus en fait, les meilleures vertus possibles pour un isolant. Même c'est mouillé, on peut le faire sécher, puis on le réutilise, etc. Donc, il y a vraiment, donc à partir des déchets, d'un des sous-produits de traitement de gazéification qu'on appelle, qui est le traitement thermochimique qu'on parlait au départ, là, ça s'appelle la gazéification. Donc, la gazéification des déchets donne un sous-produit qui peut être utilisé pour faire de la laine de roche, et c'est d'ailleurs notre intention. D'autre part, dans le procédé de l'usine de gazéification, on utilise de l'eau froide pour refroidir le gaz de synthèse, pour qu'ensuite on puisse l'utiliser. Mais l'eau froide qu'on utilise pour refroidir le gaz devient chaude. Donc, on se retrouve avec ce qu'on appelle de l'eau chaude de procédé, qu'on a le choix de retourner en boucle dans un refroidisseur pour le réutiliser sans fin, parce qu'il n'y a pas de rejet d'égout dans cette eau-là, puis dans aucune eau, sauf les toilettes normales, mais disons dans le procédé lui-même. Donc, cette eau-là, au lieu de perdre sa valeur énergétique, on l'utilise pour chauffer des serres qui vont être voisins de notre usine. On parle de grandes serres biologiques
mur à mur. Donc, on se place dans le cadre où est-ce que chaque usine va couvrir les besoins d'une région, donc va pouvoir alimenter en légumes et fruits biologiques la région aussi. Essentiellement, on vient substituer les sites d'enfouissement par nos usines, puis faire quelque chose qui a de l'allure. Au lieu de se créer un passif environnemental, on crée un développement économique majeur. Chaque usine, comme par exemple celle de Chaudière-Appalaches, qu'on parlera un peu longuement tantôt, va traiter 200 000 tonnes de déchets, va créer 300 emplois permanents, temps plein. On marche 24 sur 24, 7 jours semaine dans ce genre d'usine-là. Et va permettre justement de nourrir la population locale en fruits et légumes frais bio, cueillis chaque jour. Et va permettre aussi de produire de la laine de roche en grande quantité pour permettre d'améliorer l'isolation de tous les bâtiments. Les programmes comme Réno Vert de Hydro-Québec, des choses comme ça, ça va pouvoir utiliser ces matières-là comme matériaux de base fabriqués localement. Ici, au Québec, il n'y a pas de fabrication de laine de roche au Québec. Donc, on va pouvoir se munir des meilleurs isolants qui soient pour épauler Hydro-Québec à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, tout ça à partir des déchets. Donc, on est loin de dire on fait de l'enfouissement pour un passif environnemental. Là. On élimine ce passif-là, en plus de créer de la richesse. Ça fait les deux côtés. Donc, si je prends 200 000 tonnes de déchets, puis on parle d'à peu près 150 $ la tonne pour nettoyer ça, là, bien, on a ce gain-là chaque année, plus le gain de développement économique qu'on crée. Donc, c'est vraiment majeur. Mais là, à ce moment-là, quand vous parlez de, mettons, de la laine de roche ou encore des serres bio, vous mettez en partenariat avec d'autres compagnies pour faire cette partie-là. J'imagine que vous Tout à fait. On va créer un consortium et le consortium va être constitué de plusieurs personnes spécialisées dans chaque domaine. Okay. Nous, on est spécialisés en environnement, gestion de déchets, recyclage, tout ça, on connaît ça comme le fond de notre poche. Évidemment, on n'est pas des producteurs de laine de roche. Hein, on n'est pas des producteurs non plus bio, mais on a déjà des contacts dans le milieu avec des gens qui sont experts dans ces domaines-là et qui vont être amenés à travailler avec nous sur ces projets-là pour en faire un succès. Là, moi, je ne suis pas un génie en chimie, là, mais j'ai fait de la chimie au secondaire, puis de ce que j'en comprends, c'est que pour créer une énergie, nécessairement, tu dois avoir des rejets. Comment est-ce que ça fonctionne d'avoir... Parce que vous chauffez les déchets à une température hyper élevée. Donc, comment ça fonctionne de faire cette forme d'énergie-là avec des gaz chauds sans combustion? Okay. Ou rejet de déchets dans les airs? Juste faire une petite nuance. Quand on parle de combustion, on parle ni plus ni moins de l'application de haute température en présence d'oxygène à l'état libre. Oui, nécessairement. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. À l'état libre. Ce qui est le cas quand on a un incinérateur, on met des déchets sur quelque chose qui est déjà enflammé. Et on pollue l'ensemble de l'air ou de l'emplacement avec des gaz qui sont pollués que l'on doit par la suite, plus tard dans le procédé d'incinération, nettoyer. Et c'est là qu'on a un problème avec l'incinération parce que le nettoyage de ces gaz-là ne se fait pas de façon parfaite. Et donc, quand les rejets passent dans les cheminées, bien, les émissions qu'il y a là-dedans contiennent encore des dioxines, des furantes qui sont des gaz toxiques pour les humains. À l'opposé de ça, si on parle un exemple d'un presto, OK? T'as pas de cheminée après un presto, mettons, OK? Ça chauffe, puis ça reste en dedans. OK? Donc, en principe, mis à part la valve, là, mettons, on oublie la valve juste 2 secondes, on ne crée pas une bombe, là, mais l'idée, c'est que c'est un traitement qui permet de libérer les liens atomiques qui réunit la matière. Okay. Okay? Quand on parle de thermochimique, c'est ça qu'on fait. Okay. On a des atomes qui sont réunis ensemble, puis on chauffe, puis le fait de chauffer, ça brise les liens des atomes entre eux et ça les libère. De telle sorte qu'on se retrouve avec une soupe d'atomes qui, elle, est souhaitable et désirable parce que c'est de l'hydrogène, c'est du CO, qui est du gaz carbonique, c'est de l'azote, c'est des produits élémentaires qui ne sont plus des dioxines, qui est une multitude de molécules regroupées ensemble et qui est toxique pour l'humain. Donc, essentiellement, la gasification, ce que ça permet de faire, c'est justement de scinder l'ensemble des grosses molécules qui sont dommageables pour la santé en atomes, tout ça dans un milieu fermé
qui demeure fermé jusqu'à temps que la transformation chimique est faite. Ce gaz-là, qui essentiellement, ce que ça devient, c'est un gaz qu'on appelle le gaz de synthèse. Et ce gaz de synthèse-là, pour pouvoir l'utiliser, vu qu'il est à 1200 degrés centigrades, c'est quand même assez chaud, on veut le refroidir. Puis je disais un peu tantôt, on utilise de l'eau froide, on injecte des jets d'eau froide à travers ce gaz-là pour le ramener à 70 degrés centigrades dans l'espace de 30 millièmes de seconde. C'est hyper vite. Donc, essentiellement, la gazification, c'est un procédé, oui, qui utilise la chaleur, mais pas de la chaleur pour brûler, c'est de la chaleur pour scinder la matière. On va finir par le briser, votre micro, je m'excuse. Donc, c'est ça qui est la grosse différence, c'est que l'utilisation de la chaleur, de l'énergie, n'est pas faite dans un but de destruction, mais dans un but de réaménagement des molécules, des atomes. Ce qui est la grosse différence. Il n'y a pas de cheminée parce qu'on n'a pas besoin. Ce qui sort de notre système, c'est l'énergie qu'on va vouloir utiliser ensuite. Puis là, on a parlé, mettons, de la laine de roche, on a parlé de l'eau, puis les gaz, qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, le gaz de synthèse, lui, c'est une base qui permet de faire une multitude d'applications différentes. En fait, on peut faire de l'électricité. Avec le gaz de synthèse, on peut faire une turbine, puis la turbine permet de produire l'énergie électrique. On peut scinder les molécules puis isoler l'hydrogène, donc de produire de l'hydrogène. Bon, ceux qui ont suivi un petit peu le développement de l'hydrogène savent qu'il y a actuellement des prototypes, pas des prototypes, mais des voitures commercialisées d'hydrogène qui utilisent de l'hydrogène, l'appellent combustible, entre autres Toyota, qui a là-dedans un pied-joint puis quelques autres. Donc, l'hydrogène, c'est une énergie non polluante qui n'émet zéro GES et qui définitivement fait partie de l'équation pour la réduction de gaz à effet de serre planétaire. Donc, notre gaz de synthèse peut permettre de générer de l'hydrogène à profusion. On peut produire aussi ce qu'on appelle de l'éthanol. L'éthanol étant un biocarburant. Dans notre cas, nous, on va aller un petit peu plus loin. On parle de la production d'éthanol de deuxième génération, donc qui n'est pas faite à base de maïs, donc qui est hautement souhaitable et qui est réduit de 70 à 90 % Oui, parce que l'éthanol tiré du maïs, c'est pas non plus quelque chose de très viable. On va s'arrêter pour le moment sur ça. Je vais dire merci à ceux qui nous écoutent à MaTV Outaouais ou encore à TVC Basse-Lièvre. On va définitivement continuer la conversation pour le web. Je vous invite à vous y rendre parce qu'on va parler entre autres des usines que vous avez bâties en Chine, qui va être sur Internet, ou au Japon plutôt, merci. Et puis, vous pouvez nous rejoindre au www.tvc.qc.ca. Oui, donc c'est ça, l'éthanol qu'on fait présentement, à un moment donné, ça a tellement été une genre de semi-solution qui était plus un coup de marketing, tant qu'à moi, que d'autres choses, mais qui est pas... de la façon faite avec le maïs, c'est pas viable là, comme solution. Fait que là, ça serait un éthanol qu'on pourrait utiliser nécessairement... En fait, essentiellement, la production d'éthanol à partir de maïs causait des problèmes au niveau de l'ensemble de la chaîne alimentaire, en particulier au Mexique, qui utilisait énormément de maïs dans leur consommation courante. Donc, à un moment donné, le gouvernement qui était là, il y a pas sûr si c'est libéraux, en tout cas, peu importe le gouvernement, ils ont décidé de cesser de donner des autorisations d'utilisation de maïs pour produire l'éthanol. Et donc, il y a une seule usine au Québec qui fait ça, et il ne va pas la nommer, et qui, essentiellement, depuis ce temps-là, ce créneau-là est fermé. Par contre, dans notre cas, nous, on appelle ça c'était la production d'éthanol de première génération. Nous, on fait de l'éthanol de deuxième génération, qu'on appelle ça, non pas à partir de matières comestibles, mais à partir de déchets. Et donc, dans cet esprit-là, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant au point de vue de l'ensemble des bienfaits que ça comporte pour la société, mais aussi au niveau de réduction de gaz à effet de serre. Actuellement, le gouvernement projette d'augmenter de 5 % à 15 % le contenu d'éthanol dans l'essence. Bon, est-ce que c'est la seule solution qu'on doit mettre de l'avant pour réduire le gaz à effet de serre puis que ça règle le cas au complet? Réponse non. Est-ce que ça doit faire partie de la transition énergétique qui va nous amener à régler le problème définitivement? Moi, je crois que oui. Parce qu'actuellement, il y a au bas mot des véhicules non électriques
qui vont rouler pour les prochains 10 ans facilement. Et il n'y a pas personne qui va vouloir les changer avant terme parce que, bon, à moins, puis même si on donne des avantages comme en ce moment pour la transition vers une voiture électrique, c'est pas vrai que tout le monde est allé au concessionnaire pour en acheter une et ça n'arrivera pas. Donc, on a pour au minimum 10 ans encore d'utilisation d'essence. Et tant qu'à avoir ce problème-là, bien, tout aussi bien d'avoir un problème allégé, à savoir qu'on va y ajouter de l'éthanol qui réduit de 70 à 90 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est hautement souhaitable qu'on puisse favoriser ça et que ça soit ajouté à l'essence au plus sacrant. Mais l'éthanol puis l'hydrogène, est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre? Prenez le temps de prendre votre gorge d'eau, là, c'est correct. Ben, je me demande... En termes de réduction de gaz à effet de serre? Ben, en termes de productivité... En termes d'énergie? Oui, ben, énergie, l'efficacité pour les voitures... L'hydrogène, c'est 4 fois... C'est une énergie qui est 4 fois plus dense que le diesel. Donc, en termes de contenu d'énergie, ça en contient plus pour le même poids. Là. D'autre part, si on garde l'idée en termes de réduction de gaz à effet de serre, l'hydrogène, c'est 0 émission. Une voiture hydrogène, ça fait 0 émission. Okay? Donc, c'est sûr que c'est souhaitable. Mais ici, au Québec, on est dans un autre monde, c'est-à-dire un monde privilégié où est-ce que l'énergie ne coûte rien, l'énergie électrique. Est-ce que l'hydrogène peut devenir compétiteur à Hydro-Québec, par exemple, dans notre marché, et éventuellement devenir quand même une compagnie qui est rentable? Moi, je crois que la réponse à ça est oui, mais pas pour une application pour l'automobile, parce qu'en ce moment, dans notre petit microclimat d'énergie hydroélectrique, là, à faible coût, tout le monde trouve son compte avec la voiture électrique en ce moment, je pense. Et dans le sens suivant, c'est-à-dire qu'il y a une rentabilité dans un espace-temps qui est relativement honnête, mettons correct. Parce qu'il faut regarder aussi toujours, ça prend combien de temps pour récupérer notre investissement quelque part quand on fait un choix aussi comme ça, même si on le fait avec l'idée en arrière d'aider l'environnement, je veux bien, là, mais pourquoi on ne pourrait pas allier les deux? Puis je pense qu'il faut allier les deux. Et dans cette perspective-là, il va y avoir une adhésion plus grande si les deux sont au rendez-vous. Bon, quand on parle d'hydrogène, pour moi, je parle d'hydrogène en remplacement d'énergie autre que l'électricité pour le Québec. Et dans ce sens-là, oui, il y a un marché énorme d'hydrogène. Vraiment. Et là, on vient réduire les gaz à effet de serre de façon très significative. L'hydrogène est utilisé beaucoup dans diverses applications, entre autres de pétrochimie. Donc, on peut réduire les gaz à effet de serre dans ce domaine d'application-là. Au niveau des GES industriels. On parlait de transport tantôt. Il y a les GES industriels qui sont majeurs aussi. Donc, au niveau industriel, il y a un impact au niveau de l'hydrogène. Oui. J'en ai fait allusion tantôt. Vous avez combien d'usines présentement qui fonctionnent? OK. Juste faire une explication. C'est pas 3S Énergie qui a construit les usines. OK. Nous, on est actuellement des représentants depuis 2004 et éventuellement, on s'y est intéressé de façon majeure à un point où on a développé, à partir de la gasification thermosphérique, un modèle de développement économique durable, qu'on appelle ça. On va voir le détail tantôt. Essentiellement, ça vise à utiliser les déchets comme ressources à travers la gasification pour rendre utilisables à 100% les déchets plutôt que les enfouir. Mais la gasification comme telle, au départ, au Japon, elle est utilisée pour produire de l'énergie. Okay. La partie recyclage existe, mais est beaucoup moins élaborée que nous. Par exemple, ils utilisent un des sous-produits issu de la gasification, qui est ce qu'on appelle du vitrifiat, qui ressemble un peu à du gros sable. Donc, ce gros sable-là, ils l'utilisent pour faire des tuiles de céramique, par exemple, pour faire des patios, pour faire des carrelages de pavés unis, par exemple, des choses comme ça. Nous, on pourrait faire ça aussi, mais ça ne rapporte pas en dollars beaucoup d'argent. Puis un des freins à l'expansion de la gasification, ça a été justement le rendement économique, parce que c'est très coûteux. Donc, le rendement n'était pas suffisamment élevé pour attirer des capitaux privés pour faire ça. Okay. Donc, c'est ça que nous, on a travaillé comme problème, c'est-à-dire d'augmenter, améliorer les rendements, les revenus, si vous voulez, de l'ensemble du modèle ou les profits que le modèle d'affaires permet de générer pour attirer les capitaux privés là-dedans. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on a fait, nous. Donc, on a bonifié l'utilisation de gasification thermosphérique.
OK. Donc, c'est ce que nous, on fait. Puis, c'est le modèle de développement économique durable de Chaudière-Appalaches. Ça va être notre premier. OK, c'est ça. Ça va être le premier, puis ça va être le premier en Amérique tout court. En Amérique tout court aussi. Oui. Donc, il y a aucun... le seul modèle, dans le fond, existant sur lequel vous pouvez vous baser, c'est ceux qui sont au Japon. Oui. Essentiellement, il y a 7 usines qui fonctionnent depuis la plus vieille, depuis 1999, donc 20 ans. Okay. Donc, on parle vraiment d'une technologie éprouvée commercialement, donc qui a fait ses preuves et qui est finançable. Et c'est pourquoi, nous, ça nous a intéressés au départ en 2004, parce que c'était commercialisé. Donc, on pouvait financer. Puis les autres sont en avance sur ces genres de projets-là parce qu'il n'y avait pas le choix. J'imagine, un petit pays comme ça, au nombre de population qu'il y avait, l'enfouissement, ça ne marche pas. Là. Faire le topo vite là, du Japon, il y a 2000 incinérateurs au Japon. Ils génèrent 50% des dioxines furantes de la planète, ou à peu près. Wow. C'est énorme. Et donc, pour réduire le problème, ils ont carrément aboli l'enfouissement. Et puis, ils ont introduit de plus en plus la réutilisation des cendres, un post-traitement à l'incinération et aussi l'implantation de gazification. Okay. Et ça s'est commencé justement en 1999 avec Thermo Select. Puis là, en 2000, dans le meilleur des mondes, on parle de quelle année pour Chaudière-Appalaches? On s'est plan d'affaires 2020, mais on regarde pour faire... Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Quand est-ce qu'on veut voir une usine se construire? On va être en opération en 2023. OK. Ce qui est quand même prêt. Quand on parle qu'il y a environ 2 ans de construction et tout ça, là, okay. et de rodage d'usine, tout ça. Donc, on veut et on va être en opération en 2023. OK. Ouais. Puis ces usines-là, j'imagine qu'il n'y a pas juste vous autres qui avez regardé qu'est-ce que... les résultats, la réduction de gaz à effet de serre que ça peut amener. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont dû regarder votre travail pour dire, je ne vais pas dire certifié, mais pour approuver, pour dire, regarde, oui, c'est un modèle viable, puis oui, c'est quelque chose qui peut fonctionner. On a fait faire l'analyse parce que nous, on a fait nos propres chiffres. Et puis, comme on est un promoteur, les promoteurs sont rarement perçus comme étant crédibles lorsqu'ils amènent des chiffres, surtout de ce genre-là. Nous autres, on est bien meilleurs que les voisins, on réduit le temps, etc., d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a fait l'exercice d'engager un expert dans le domaine qui a justement fait un calcul de réduction de gaz à effet de serre de notre modèle, en fait, justement du modèle de développement économique durable de Chaudière-Appalaches. Et les résultats, c'est qu'on réduit de l'ordre de 140 000 tonnes en moyenne par année, 1,2 million de tonnes d'ici 2030. 4,8 millions de tonnes d'ici 2050 avec le modèle que l'on a. Puis là, on parle de réduction en gaz à effet de serre uniquement celle qui concerne le Québec. Okay. On s'entend que je prends de la laine de roche qui améliore l'efficacité énergétique des bâtiments et qui réduit les gaz à effet de serre, puis qu'on l'exporte, exemple, aux États-Unis, c'est pas comptabilisé, ça. Donc, d'ailleurs, toute la partie utilisation de nos produits puis l'impact en réduction de gaz à effet de serre n'est pas chiffré. On chiffre uniquement des comparables locales. De ce qui se fait déjà au Québec par rapport à ce que nous, on propose, l'écart entre les deux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est ça le résultat du calcul qui a été fait, à savoir qu'on réduit de 1,2 million de tonnes d'ici 2030. Et ça inclut, on parle de 10 ans en espace-temps, mais en réel, on parle de 8 années d'opération de l'usine. Parce que les 2 premières, c'est la construction, il n'y a pas de réduction de gaz à effet de serre dans cette partie-là. Donc, en 8 ans, c'est 1,2 million de tonnes. Ça donne 140 000 tonnes moyennes par année. Puis, sur un horizon de 2050, c'est un peu plus élevé. C'est 175 000 tonnes en moyenne par année de réduction de gaz à effet de serre du Québec. Wow. C'est énorme. Fait que si ce projet-là est aussi performant que vous l'avancez puis que les autres semblent supporter, pourquoi? Parce que là, je repense, on a parlé de 2007, je pense, que vous avez commencé à... 2004. 2004? Oui. Là, évidemment, moi, je suis pas les affaires, je connais peut-être pas ça, puis ça va avoir une comme question, mais comment ça se fait avec l'urgence qu'on entend, que là, le premier projet au Québec va lever juste c'est là, c'est en 2020, puis bon, pour être mis en place en 2023? En fait, dans la vie, il y a, permettez l'expression, il y a un timing pour tout. Il y a un moment où est-ce que tout est réuni pour que quelque chose puisse se faire.
En 2004, je suis clairement en avant de mon temps, mais pas à peu près. Non, J'étais tout seul à parler de ma paroisse. Il n'y a personne au Canada qui a entendu parler de la gazification. La vérité, c'est ça. Là. Tous les mois, là, je n'en rencontrais pas des gens qui avaient entendu parler de ça. Maintenant, c'est plus le cas, mais à l'époque, c'était ça. Ça doit être encore rare quand même. C'est sûr que maintenant, quand on parle à des ingénieurs, ils en ont entendu parler. Okay. À l'époque, même les ingénieurs, ils n'avaient aucune idée de quoi je parlais. Okay? Puis là, je dis, écoute, ça existe au Japon. Même qu'on a fait... on est allé en mission en juin 2008 avec la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. 23 représentants de la communauté métropolitaine de Montréal sont sautés dans l'avion, montés au Japon, sont allés voir ça. Et en revenant de la mission, content aux petits oiseaux par rapport à ça, on en veut. Là, il y a quelqu'un qui a envoyé des chiffres des médias qui ne venaient pas de moi. Puis pourtant, moi, je suis le seul au Canada qui représente cette technologie-là. Puis c'est la seule technologie de gasification qui a fait ses preuves. Fait que c'était pas trop sorcier. Sauf qu'il y a des chiffres qui ont été publiés dans les journaux qui étaient totalement erronés. Et puis là, on est parti sur faire de la biométhanisation à la place parce que, soi-disant, c'était moins cher. OK. Bon. On ne va pas s'allonger sur ce sujet-là, ça serait trop long. Okay. Mais essentiellement, les gens en place étaient au courant de l'existence de ça. Puis Massimo Iedioni, qui est actuellement l'actuel DG de la CMM, il est allé sur place, il sait que ça existe. Et puis, finalement, il n'a pas daigné pousser là-dessus plus qu'il faut, sauf d'organiser la visite au Japon avec l'ensemble des représentants dont l'ancien maire de Laval faisait partie. Bon. Il reste qu'en bout de piste, c'est des changements de société que l'on propose, carrément. Quand on parle de dire qu'on élimine l'enfouissement, là, vous savez, comme moi, dans le domaine de l'enfouissement, il y a des gens qui ont une poche profonde. Ils ont beaucoup d'argent, puis ils ont beaucoup d'influence, puis ils peuvent influencer beaucoup de gens. Puis je ne l'étendrai pas sur ce sujet-là non plus. Non, mais quand on sait comment la politique, c'est la politique. Là, c'est comme ça. Là, c'est l'économie, c'est la politique, c'est genre d'affaires. Ça fait partie de la game. Donc, on parle réellement d'un changement majeur de la façon qu'on fait les choses. Et que l'humain, quand il est poussé, qu'il a le dos au mur, puis qu'il n'a plus le choix, c'est là qu'il fait un pas par en avant. Alors que c'est difficile. Mais on est rendu là. Ouais. Okay? Il y a 500 000 personnes qui sont allées sur la rue, là, puis là, les gouvernements, ils disent « Wow, je ne peux pas me permettre d'avoir ça tous les semaines, moi, là. Parce que je ne gagnerai pas les prochaines élections. » Fait que là, il faut que je fasse de quoi avec ça. Fait que là, on jongle avec le recyclage de ce temps-ci, là, puis on essaie de faire le mieux qu'on peut. Alors que le vrai problème, il continue, il perdure, puis il nous crée un passif environnemental insoutenable que moi, je ne suis pas capable, en tant qu'individu connaissant l'environnement, etc., de rien faire. Donc essentiellement, il a été nécessaire qu'il y ait un parcours, je dirais, de prise de connaissance de l'existence de ça, d'une part, ce qui a essentiellement été mon travail depuis 15-16 ans, d'informer, éduquer, etc., les gens à savoir que ça existe. 2, d'améliorer l'utilisation que nous-mêmes, en tant que compagnie, on en fait de la gasification pour rendre ça plus alléchant, plus intéressant au point de vue financier. Parce qu'en fait, nous, qu'est-ce que l'on fait comme métier? C'est de réunir les besoins d'environnement avec les besoins économiques d'investissement, puis d'en faire un modèle qui se tient debout, qui tient la route pour les prochains 30, 40, 50 ans. Oui, puis ça devrait être toujours vu comme ça, parce que la vision que vous proposez, on amalgame environnement et économie dans quelque chose de positif qui va rouler ensemble, et non pas un contre l'autre, qui a toujours été la vision, je trouve, des dernières années. Bon, si on regarde l'enfouissement en comparaison à ça, l'économique est là. Est-ce que la protection de l'environnement est là? En partie. Vraiment en partie. Et à mesure moi, ça, c'est une solution des années 70. C'est pas une solution des années 2020. Encore. Tout à fait. Donc, en somme, il est temps, puis je pense qu'on est rendu là en tant que société, de regarder, de considérer d'autres options que celles qu'on a considérées comme étant la meilleure jusqu'à date. Parce que c'est pas le cas en ce moment. On est définitivement mal chaussé en ce moment au Québec. Puis en Amérique du Nord au complet, c'est comme ça aussi. Soit dit en passant, on n'est pas les seuls. Aux États-Unis, il y a plus de 240 millions de tonnes de déchets enfouis par année. Là. Je veux dire, ils en génèrent quand même un certain volume. Là. Donc, dans cet esprit-là, il faut le voir qu'en termes de développement durable, il y a des principes qui existent. En théorie, d'une génération à une autre, on ne doit pas léguer un passif environnemental à nos enfants. Ouais. Okay? Moi, je suis là. Je veux dire, en tant qu'individu, là, moi, j'ai vécu sur cette terre-là, puis j'ai
générer des déchets. Et puis, ces déchets-là, au moment où on se parle, ils vont être dans un trou. Là, puis ce trou-là, il va falloir qu'ils le nettoient, mes enfants. J'ai pas d'enfants, mais en tout cas, ceux qui en ont fait. Là. Donc, essentiellement, c'est pas acceptable quand on parle vraiment de développement durable. Ça ne respecte pas les principes de développement durable d'enfouissement. Non, c'est clair. Point. Quand on sait ça, puis qu'on veut respecter l'environnement aussi, puis on ne veut pas nuire à la santé des humains parce que ça a un impact réel hors de tout doute, les nappes phréatiques en ce moment, il y a des nappes phréatiques qui sont atteintes en ce moment par l'enfouissement. Ça n'a pas été de l'enfouissement avec des protections partout mur à mur depuis le début de l'histoire de l'enfouissement au Québec. Loin de là. Les lieux d'enfouissement sanitaire, il n'y avait rien pour protéger, puis le Lixivier s'en allait direct dans le bas, dans le sous-sol, profondément. Donc ça, c'est sûr que ça pollue, puis cette pollution-là, elle est là. Et on va devoir y faire face tôt ou tard. Parce que en Chine, par exemple, les autres, ils ont eu à se battre pour leur survie. En Tamao, là, ces gens-là, là, ils ne pensaient qu'il faut survivre, puis les moyens sont bons. Ils ont réussi, ils ont fait de l'argent en masse, sauf que là, il y a 60% de la phréatique de la Chine, 60% de la phréatique à grandeur de la Chine qui est contaminée. Ils font quoi avec ça? L'argent ne suffira pas. Là. Okay? Donc, il faut éviter d'attendre de notre côté à une crise de cette ampleur-là. Parce que là, la marge de crédit, elle ne sera pas seulement remplie, elle va être bustée. Excusez l'expression, là, mais on n'aurait plus la capacité, technologiquement parlant, non plus de nettoyer ça. Donc, ce n'est pas le cas encore, mais il est plus que temps qu'on se réveille collectivement. Et quand on sait qu'il y a moyen d'arrêter l'hémorragie par nos projets, d'une part, puis d'autre part, la beauté de mon projet, c'est que moi, je peux prendre les vieux déchets qui sont enfouis puis les nettoyer. Oui, parce que là, c'est pas juste les déchets qui vont être collectés de la population. Il y a possibilité de prendre ce qui a déjà été à l'enfouissement, aller chercher puis l'utiliser. Tout à fait. Ça, c'est la beauté, la flexibilité, et on pourrait dire quasiment la police d'assurance qu'on se donne en utilisant cette technologie-là. C'est que si par hasard, pour une raison X qu'on ignore aujourd'hui, qu'il n'y a plus assez de déchets dans 20 ans, il y en a, au moment où on se parle, 125 millions de tonnes dans le sous-sol du Québec, en réserve. C'est une mine. Voyons ça de même, c'est une mine. Bon, ben, on peut aller piger dans la mine, puis on utilisera ces déchets-là. Puis 125 millions de tonnes, là, quand on parle de 200 000 tonnes par année, on commence à en avoir pas un petit bout. Puis même si on en mettait à grandeur du Québec, on en aurait pas un sacré bout avant de nettoyer tout ça. Là. Donc, plus de 100 ans. OK, j'ai déjà fait fait bon, fait l'histoire courte. Donc, essentiellement, ce que là, on en est rendu en tant que société, c'est de dire, on veut faire des efforts, puis on veut réussir à la conserver, cette planète-là. Mais pour ce faire, oui, les gaz à effet de serre, c'est l'urgence numéro 1. C'est pas le recyclage. Je regrette pour ceux qui aiment le recyclage. J'aime ça aussi, là, mais c'est pas la priorité. Je regrette, c'est pas la priorité. Mais pas non, c'est clair, c'est les GES. C'est correct de faire du recyclage. Oui, ça a un impact sur les gaz à effet de serre, je suis d'accord. Mais on parle de 700 000 tonnes, on ne parle pas de 6 millions de tonnes de déchets ou 5,2 millions de tonnes de déchets qui polluent et qui peuvent être un outil, justement, pour réduire les gaz à effet de serre. Puis ça, mais moi, ça passe bien avant le recyclage. Parce qu'on s'occupe du vrai problème de façon permanente. Et puis, on empêche de léguer une facture environnementale ou un passif environnemental plus grand à nos enfants, en plus, en même temps. Parce qu'il va y avoir un avenir. Moi, j'y crois. Moi, je crois qu'on peut réussir à faire une discussion de gaz à effet de serre. D'ailleurs, là, j'ouvre le sujet plus large. Là. Allez-y. La solution qu'on propose, nous, ici, elle fonctionne à partir du moment où on a des déchets. On s'entend-tu qu'il y a des déchets partout sur la planète? Effectivement. On s'entend-tu que ce modèle-là peut être utilisé pas seulement partout sur la planète pour réduire les gaz à effet de serre local? Donc, devenir un outil de réduction de gaz à effet de serre planétaire, comme c'est nécessaire, ça nous prend des outils comme ça au plus sacrant. Et là, il n'y a pas aucun pays qui peut dire « Ah non, moi, j'en fais pas de ça. » Tout le monde en fait des déchets. Tout le monde a un problème avec ça. Tout le monde ne les gère pas vraiment de façon très saine. Donc, si on prend cette solution-là et on l'applique de façon mur à mur à l'ensemble de la planète, moi, je vous dis, les GS, c'est plus un problème. C'est ce que je crois. J'ai fait un petit calcul pour le Québec, là. Ben, si on abolissait l'enfouissement demain matin, là, on réduirait... Dans un instant, je vais trouver une formulation correcte, là. Il y a 24 % de notre objectif qui serait atteint
de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. OK. Qui était l'objectif? En fait, c'est de réduire par rapport à l'année 1990 de 20 des gaz à effet de serre du Québec en 2030. OK. Bien, on pourrait le faire. Puis grâce à l'abolition de l'enfouissement, puis juste l'application de notre modèle, à travers le Québec, on réduirait de 24 %. C'est significatif, là, on parle du corps. Là. Oui. Donc, essentiellement, 3 fois plus que le succès qu'on a eu jusqu'à date. Ça prendrait combien d'usines, mettons? En fait... j'imagine dépendamment de sa productivité, ouais. Bon, honnêtement, j'ai jamais fait le calcul de dire on met des usines mur à mur pour 5,2 millions de tonnes. Hein? Je ne l'ai pas fait, cet exercice-là, parce que, bon, à moins de vraiment, mettons, le gouvernement Legault est décidé puis qu'il dit, moi, je vais montrer à la face du monde c'est quoi qu'il faut faire, puis le droit chemin, puis être le phare dans la nuit pour tout le monde. Là. Bon, s'il décidait de faire ça, ben à Montréal, par exemple, on pourrait avoir une usine facilement de 500 000 tonnes de déchets de capacité, 500-600 000. 2 usines de 300 000 tonnes, une dans l'Est, une dans l'Ouest, par exemple. À Laval, on peut avoir facilement une de 300 000 tonnes dans ce coin-là pour couvrir la Basse-Laurentide. Ça me donne une image un peu. Là, à Québec, la ville de Québec elle-même, 300 000 tonnes facilement. Je faisais Appalaches, dans le bas, c'est 200 000 tonnes là. Si on s'en va à Bécomo, on peut facilement faire 150-200 000 tonnes là. Même, on a dans la tête de faire 200 000 tonnes. Puis c'est sûr que si on ajoute les déchets enfouis, ben là, on peut grossir les usines. C'est ça, OK? Parce qu'exemple, si on a... Dans Chaudière-Appalaches, pour donner cet exemple-là, on a fait un inventaire des déchets enfouis. On parle de 208 000 tonnes par année en ce moment qui sont enfouis. Okay? Selon les derniers chiffres qu'on a disponibles, 2017, je crois. Donc, on veut mettre une usine en place qui va générer une capacité de production de 200 000 tonnes de déchets annuellement. Donc, qui va carrément remplacer ce qui est enfoui, mur à mur. Maintenant, si on décidait de nettoyer, par exemple, le site d'enfouissement de Saint-Lambert-de-Lauzon qui cause problème, peut-être ceux qui ont vu aux nouvelles des problèmes d'odeur qui émanent de ce site-là, malgré le dévouement de la personne qui est là, que je connais, il reste que, bon, si on décidait d'excaver les anciens déchets pour les avoir comme intrants, on pourrait ajouter une ligne de production de 100 000 tonnes de déchets qui serait dédiée à nettoyer l'ancien site d'enfouissement, par exemple. Ça peut se faire. Et puis là, ben, il y aura une question financière à régler, mais je dis, j'ai déjà fait le calcul, ça pourrait tenir la route, définitivement. Puis, c'est drôle parce qu'ici, en Outaouais, parce que souvent, quand on parle de solution, on va parler de réduction, puis en Outaouais, nécessairement, on a essayé à Gatineau de réduire les déchets que les gens produisaient, puis là, on a réduit les bacs, puis là, évidemment, ça rend pas tout le monde content. Parce que tout le monde trouve ça dur quand on va jouer dans leurs affaires. Je trouve que ça, c'est une solution qui vient peut-être plus d'en haut plutôt que du petit monde de faire des changements, parce que dans le fond, ça ne changerait pas tant que ça les habitudes de tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord que les solutions, au point où on en est, il faut qu'ils viennent d'en haut? Et là, c'est correct, là, je suis parfaitement d'accord que tout le monde doit faire sa part et faire attention aux réutilisations, réduction et tout ça. Mais une solution comme ça qui demande un investissement, puis qui vient d'en haut, je trouve que c'est des solutions plus réalistes pour nos objectifs. OK. C'est une façon indirecte de dire, dans le fond, on parle d'une utilité publique. OK? Les déchets, là, c'est un besoin collectif. Ouais. Toutes les municipalités ont des problèmes avec ça. On a ce problème-là ou cet item-là à gérer. OK? Ils n'ont pas les outils pour le faire. La vérité, c'est ça. Et puis, la plupart du temps, même quand ils ont décidé d'avoir leur propre site d'enfouissement, il y a beaucoup de ratés là-dedans. Puis je ne veux pas lancer le débat là-dessus, mais il reste qu'il y a plusieurs sites qui sont gérés par le public qui ne rencontrent pas nécessairement les normes. Puis quand on parle de sites privés, ben peut-être que l'information est plus cachée. Peut-être ça différent. Mais il reste essentiellement, ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'une utilité publique. Puis effectivement, on va prendre un exemple. OK? Des années 60, quand il était question de nationaliser l'hydroélectricité. OK? Là, il y a quelqu'un à quelque part qui a dit, là, cette affaire-là, c'est un besoin de base de notre société, l'énergie, comme dans toutes les sociétés. Si tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de pays. Tu n'as pas de province. T'es dans la misère. En Afrique, t'es mur à mur, presque. Donc, c'est un outil de base pour le développement d'une société. Okay?
la gestion de déchets, ça relève aussi d'une utilité publique, d'un besoin public, au même titre que l'électricité. Oui, je peux voir le parallèle, là. OK, c'est vraiment la même affaire. Donc, est-ce que le privé a sa place là-dedans? On peut considérer que oui, puis on peut considérer que non. On pourrait faire l'équivalent, le pendant d'Hydro-Québec en gestion de déchets en utilisant ce que moi je parle. Okay. Puis on ferait une simple et belle société d'État rentable comme Hydro-Québec. C'est faisable. Et je ne suis pas contre. Pas en tout. Au contraire. Je pense qu'il y a ça correspond définitivement à la responsabilité des municipalités, du gouvernement, des régions, etc. C'est eux, au premier chapitre, qui sont responsables d'assurer une pleine gestion de ça. Pourquoi on crée une municipalité? C'est parce qu'individuellement, on n'a pas les moyens de gérer tous les problèmes auxquels on fait face, notamment nos déchets. Donc, on se met en commun, on se crée une municipalité, puis elle, avec l'argent qu'elle reçoit de taxes, elle voit à régler les problèmes collectifs de tout le monde. En gros, c'est ça. Puis quand on va au niveau provincial, gouvernemental, c'est la même affaire. OK? Donc, on se met en commun, on paye nos taxes, puis tout ça, nos impôts, puis là, on se paye les services qu'on veut avoir dans notre société. Bon. La gestion de déchets, c'est un problème collectif à gérer. Là, actuellement, on a fait le choix de dire, bien, on va autoriser des gens du domaine du privé à offrir un service de gestion de déchets par enfouissement. On a passé des règlements pour rendre ça un petit peu plus... Comment je dirais? On a changé le nom pour rendre ça un petit peu plus acceptable. Mettons ça comme ça. Moi, ça me graffine des oreilles à chaque fois, mais en tout cas... on est passé d'un dépotoir à un lieu d'enfouissement sanitaire. Ça fait plus joli. Puis là, on passe de lieu d'enfouissement sanitaire à lieu d'enfouissement technique. Ah ben là, s'il y a de la technique là-dedans, ça doit être correct. Amusez-moi, c'est de la foutaise. C'est pas parce que c'est technique que c'est mieux. C'est des poubelles, c'est des poubelles. C'est des poubelles, puis c'est de la pollution organisée, réglementée de la Terre. Point la ligne et rien d'autre. Qui fassent ce qu'ils veulent, qui ramassent l'énergie qu'il y a dedans, qui la pompe ou qui la pompe pas, puis qui la brûle ou qui la brûle pas. Pour moi, ça demeure inacceptable. C'est des matières premières. Point. Donc, est-ce que le privé a d'affaires là-dedans? Moi, je crois que oui, dans la mesure où il amène des solutions comme nous, on propose, que personne d'autre n'a proposé à date sur la planète, et qui vont devenir un outil d'expansion économique majeur pour le Québec. Parce que ça, c'est faisable. Je vous dis, j'ai une demande inouïe, puis je ne dirai pas des chiffres en nombre, mais j'ai des demandes inouïes, ne serait-ce pour avoir passé 30 secondes dans un téléjournal de Radio-Canada l'année passée. J'ai eu des demandes de partout sur la planète pour ça. Fait qu'on peut-tu s'entendre que si on en met un ici au Québec de ça, que collectivement, on pourrait, dans la mesure que le gouvernement aide et supporte et participe activement à ça, ça devient définitivement un levier de développement économique du Québec pour l'international. Parce que je sache, le gouvernement Legault, en ce moment, via, entre autres, Hydro-Québec, il cherche, par tous les moyens, d'aller chercher un développement à l'international majeur. Bon, bien, ça en est un outil par excellence. Je disais tantôt que cet outil-là peut être utilisé partout sur la planète parce qu'il y a des déchets partout, puis on a un besoin criant planétaire de réduction de gaz à effet de serre. Fait qu'on n'a même pas de salade à vendre. C'est vendu d'avance. Je veux dire, on s'en va à l'ONU, là, puis l'ONU, on dit, regarde, on a l'outil, là. Tu peux supporter ça, puis aider les pays en voie de développement, etc., à pouvoir l'avoir chez eux. Écoute, je pense que là-dedans, c'est un no-brainer. On appelle ça en anglais. Ouais. Je dis, on répond de façon créative à une problématique, de façon totalement innovatrice, puis on amène ça au gouvernement tout cuit dans le bec, puis on dit au gouvernement, donne-nous un coup de main, là, on va appliquer ça ici, là. Puis après ça, là, on va y aller ensemble, puis se promener à travers le monde avec ça. Puis on va mettre le Québec sur la map. Là. On va mettre plus que sur la map, là, je veux dire. Mais avez-vous eu la chance d'aller cogner à la porte de Québec puis présenter ce modèle-là? C'est mon 4e gouvernement OK. à qui je parle de ça. Les 3 premiers, ben, ils étaient médecins. 2 sur 3 étaient médecins. Ça fait en tout cas, peu importe. C'était pas dans leur formation. Tu sais. Ouais. Disons que pour l'instant, j'ai très grand espoir avec ce qui se passe en ce moment au niveau de la Québec. Vraiment. Est-ce qu'ils ont aidé pour qu'est-ce que vous voulez développer en Chaudière-Appalaches? Ou... Pour l'instant, tout ça, c'est en discussion. OK. Puis c'est ouvert. OK.
Pour la première fois, c'est ouvert. Fait que c'est Je positif disais quand même. tantôt, il y a un timing pour tout, là. Ouais. Hein, il y a un moment Le propice timing pour serait ça. peut-être bon. Au moment où on se parle, la pression des citoyens, de l'ensemble des écologistes, tout ça, alentour de la réduction de gaz à effet de serre, force la main aux gens qui dirigent à rejoindre les intérêts puis répondre aux besoins des gens. Besoin des gens, les gens ont besoin d'être sécurisés sur le fait qu'on va réussir à réduire les gaz à effet de serre de façon suffisante pour empêcher le réchauffement planétaire. Puis la population a le droit d'avoir ce besoin-là, puis de le crier, puis de le dire je le veux. Et moi, le premier, j'étais à la manifestation, puis je vais continuer à y aller parce que j'y crois à ça. Parce que si les gens ne disent pas ce qu'ils veulent, ils ne l'auront pas. Hein, on a les gouvernements qu'on mérite, qu'on dit, hein? Bien, c'est une façon d'avoir un gouvernement qu'on mérite, c'est d'aller sur la rue puis de dire, regarde, là, nous autres, ça, c'est prioritaire pour nous autres, pour nos enfants, puis on veut que vous fassiez quelque chose avec notre argent, là-bas, à Québec, pour solutionner ça. Puis nous, bien, on arrive du privé. La grosse différence, c'est que nous, on a travaillé dans le domaine de l'environnement, les deux mains dedans. On n'est pas dans un bureau en train de penser à faire ceci et cela. On l'a fait. On l'a vérifié. On a été voir. On est allé... On a testé des solutions. Donc, quand on arrive dans la vraie vie pour en mettre une en place, on sait à quoi s'attendre. Quelqu'un qui est dans ses officines, dans un bureau, puis qui décide de faire de la biométhanisation parce qu'il trouvait ça bien cute, là, hein, pour prendre un exemple, puis qui n'est pas capable d'imaginer qu'à l'autre bout du tuyau, les gens, ils ont à peine arrivé à faire 50 de résultats en 30 ans au niveau du recyclage. Tu vas y mettre une troisième cueillette dans les mains du citoyen, puis toi, tu penses que tu vas arriver à 100 de détournement des matières organiques du site d'enfouissement. Je dis, va faire un tour sur le terrain, ça presse. Je dis, jamais dans 100 ans, ça va arriver. Non. Ça fait pas sens depuis le début. Moi, ça fait plus de 10 ans que je le dis. C'est de l'argent que vous jetez par les fenêtres. C'est un canard boiteux avant même que commencer. Fait que ce genre de modélisation-là ou de programmes-là qui ne sont pas vraiment ancrés sur le terrain, ça ne fait pas sens. Moi, je vous donne un exemple, OK? Mettons que le recyclage, demain matin, ça ne marche plus. Hein? En ce moment, ça marche un peu, pas aussi bien qu'on aimerait, mais ça marche. Est-ce qu'on a assez de fournisseurs par rapport aux matières recyclées que l'on collecte? Hein? La réponse, c'est non. On envoyait ça en Chine. Pourquoi? C'est parce qu'on ne savait pas quoi faire avec. Puis les autres, peut-être nous payer pour. Puis on espérait qu'il allait faire quelque chose avec ça. Pour se fermer les yeux, savoir, tu l'incinères-tu pas? Tu sais? Pas grave, il est plus dans notre cours. C'est ça. Puis même Isabelle Melançon était totalement contente de nous dire publiquement à la télévision qu'elle avait réglé le problème là, qu'il y avait justement chez Thiru, là, à Montréal, au complexe environnemental de Saint-Michel. Il y avait, de mémoire, je pense que c'est 800 ballots, quelque chose de genre, qui étaient dehors à la pluie puis à la neige. Puis elle, comme ministre, elle a réglé ça. Elle a pris les ballots puis elle a tout envoyé ça en Asie. Mais elle n'a pas dit ce qui est arrivé en Asie avec les ballots, par exemple. C'est des ballots de carton qui ont été refusés ici par Cascade parce qu'eux autres, ils disaient qu'il n'y a rien à faire avec ça. C'est pourtant des experts mondiaux dans le recyclage, c'est Cascade. Je veux dire, ils étaient les premiers à faire ça, probablement à l'échelle planétaire. Okay. Si eux disent qu'il n'y a rien à faire avec ça, je suis pas mal certain qu'en Asie, il n'y a rien à faire avec ça non, aussi. C'est ça. Mais elle était toute contente de dire publiquement, « Hey, on a envoyé ça en Asie, tout est réglé. » Bien, ça a été brûlé, c'est tout. Ou enfoui. C'est un ou l'autre, mais en tout cas. C'est juste que ça n'a pas été dit. Puis le journaliste ne l'a pas posé la question, mais moi, j'aurais aimé ça y être parce que je leur ai posé la question. Puis bon. Donc, ça pour dire que finalement, je crois qu'il y a lieu que l'on se munisse des meilleurs outils pour faire face à la musique, puis qu'on en bénéficie tout le monde au maximum possible. Puis la meilleure façon d'en tirer profit de ça, c'est de dire, ce modèle-là, on l'applique au plus sacrant, on montre que ça marche, puis que cette affaire-là, ça tient debout, puis c'est pas un canard boiteux comme bien d'autres conneries que j'ai vues. Et qu'en bout de piste, ça devient un modèle non seulement utilisable localement ici pour mur à mur arrêter de créer un passif environnemental, puis qu'on tire des profits de ça collectivement. Là. On parle de milliers, puis je te dirais facilement 4 à 5 000 emplois permanents là, à l'échelle du Québec. Là. Si on élimine ça. Là. Puis c'est pas du déplacement d'emplois, là, de gens qui travaillent sur le site d'enfouissement. Nouveaux emplois. C'est beaucoup plus d'emplois qu'on crée. Je donne un exemple, là, BFI, Lachenay, mettons, il y a 50-60 employés max.
Avec la quantité qu'eux reçoivent, nous autres, on pouvait créer 540 quelques jobs. Donc, genre 500 jobs de plus qu'eux autres, avec la même quantité de déchets. Puis là, aujourd'hui, avec le modèle d'aujourd'hui, ça, c'est un vieux calcul que j'avais fait, on parlerait de, attends un peu, il reçoivait 1,2 million de tonnes de déchets, on créerait 1800 emplois avec notre modèle, avec le même volume de déchets qu'eux enfouissent. Donc, on parle vraiment de développement économique. Puis là, bien, vu qu'il y a des déchets partout dans toutes les régions du Québec, on parle aussi de développement économique régional, permanent, qui crée des retombées économiques permanentes chaque année et qui crée un rayonnement dans chaque région pour développer d'autres business alentour de ça aussi. Et donc, dans cet esprit-là, bien, tu permets aux régions de survivre avec des déchets. Donc, ça paraît bizarre à dire, mais les déchets deviennent un moteur économique. Mais pourquoi pas? Mais c'est ça la vision qu'il faut être capable de la voir dans ce sens-là puis de la voir d'une autre façon. Là. En fait, il faut twister, si vous me permettez l'expression, un problème en solution. C'est ce qu'on fait. De la meilleure façon possible par rapport aux outils qu'on a aujourd'hui. Puis je dis pas que ça va rester de même. Là. Ça va évoluer, ce modèle-là. Ben, c'est clair. Là, actuellement, on a déjà d'autres affaires dans la tête qu'on ne parle pas, qu'on va ajouter à ça, qui va bonifier le modèle qu'on pourrait appeler le modèle de base, là, et qui va faire en sorte qu'on va aller beaucoup plus loin que ça. Mais pour l'instant, c'est déjà... comme on est vraiment en avance par rapport à tout le monde, sur le point de vue planétaire avec ça. Là. Il n'y a pas nulle part sur la planète qu'une affaire comme ça existe, là. Puis le fait d'en avoir un qui va se développer, ou en tout cas qui est en route pour être développé prochainement, est-ce que vous pensez que ça va aider ça va faire un boom? Je te donne une réponse par une information que j'ai eue. Il y avait une usine qui était en opération avec le procédé thermosélectrique à Karlsruhe en Allemagne. Okay. Si les gens fouillent, ils vont voir qu'il y a encore des traces sur Internet en rapport avec ça. Il y a eu de la bisbille. Je ne fais pas une longue histoire, la garde est courte, là. En gros, il y a eu une guerre commerciale, il y a eu des problèmes entre l'acheteur puis à l'époque Thermoselect. Ils ont livré une usine qui fonctionnait, je l'ai vu moi-même, je suis allé sur place voir cette usine-là. C'est d'ailleurs là que j'ai eu le kick pour la technologie, c'était de toute beauté. J'ai même voulu l'acheter, c'est là que je la trouvais belle. En tout cas, l'idée essentiellement, c'est que là, j'ai perdu mon fil. Ben, en Allemagne, l'usine, vous allez la voir. Puis moi, j'avais dit, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un boom? Ah oui. OK. À cette usine-là, quand ils ont ouvert, on m'a indiqué c'est quoi les visites qu'ils ont reçues. OK. Puis là, on me dit, puis on me précise, c'était pas ouvert au public. C'était ouvert uniquement à des industriels. OK? Il y a eu 40 000 personnes industrielles, hommes d'affaires, qui sont visités ce site-là. Wow. En l'espace de très peu de temps, quelques années seulement. Moi, je veux ouvrir ça à la population, aux étudiants at large. OK? J'ai prévu 10 personnes à temps plein, puis juste faire des visites guidées 7 jours par semaine dans le modèle. Parce que je le sais qu'ils ne fourniront pas la tâche. Ouais. Puis est-ce que c'est essentiellement comment je dirais, un développement de société. Tu sais, on dit, les gens participent au recyclage, ils y croient, etc. Quand ils vont voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ça, je vous garantis ça, là, il y a du tourisme qui va se faire, tourisme environnemental, qui va se faire alentour de ça. Puis ça va devenir un arrêt incontournable de la région. Je pense, par exemple, aux gros bateaux là, ils font des croisières. Ils ont des spots, des endroits où ils vont visiter. Bon, mais ça va en devenir un pour des croisières qui vont arrêter à Québec. Ou qui vont arrêter, par exemple, à Bécomo, lorsqu'on aura une usine à Bécomo. Ils vont vouloir venir voir ça, comment ça marche, comment ils ont réussi à changer ce problème-là en solution. Et je vous le dis, ça va être quelque chose de permanent. Ça va être un outil touristique, carrément. Fait que c'est ça. Ça vous donne un petit peu un peu plus l'ampleur de la vision que vous avez. Parce qu'il n'y a pas lieu de continuer de la même façon. C'est pas en continuant de la même façon qu'on va avoir des résultats différents. Non, il y en a un qui a déjà dit qu'il était plus brillant que moi. Là. Einstein disait une chose semblable à ça. Oui, puis il dit que c'est de la folie que de faire ça. Oui. Puis est-ce que vous avez eu la chance de venir en Outaouais présenter soit des gens d'affaires ou des politiciens? Je l'attendais, cette question-là. Je suis venu en 2008. OK.
Oui, c'est ça. Je suis venu faire une présentation au Conseil de la Ville en 2008. OK. Bien que je leur ai dit que mon PowerPoint que je présentais était confidentiel, il s'est retrouvé directement sur le web une couple de jours après. Ouais. J'ai aimé ça beaucoup. Mais en tout cas, peu importe, c'était pas la question. Il reste qu'en 2008, j'ai présenté ça. Il y avait de l'intérêt. En tout cas, il semblait être intéressé à la chose. Qui était là en 2008? Bureau, je pense. C'est bureau? Ça me dit quoi? OK, bureau. Je pense. J'aurais dit bureau du charme. Fait que... Guichard? Du charme. Non, ça me dit rien. C'est Okay. probablement le bureau. Du charme avant bureau. Mais je ne dis pas que c'est lui qui a fait ça, là. Non, mais j'essaie d'imaginer dans ma tête c'était qui le conseil à ce moment-là. Ah oui, OK. Ensuite, une fois que j'ai fait cette présentation-là, Gatineau était les premiers, puis les seuls jusqu'à date, à faire un appel d'offres pour traiter ces déchets par gazification. OK. Ça, c'était en 2014. Malheureusement, ils ont été mal conseillés en termes de compagnies d'ingénierie qu'ils ont utilisées, qui connaissaient strictement rien en gazification. Mais à tout événement, ils ont fait un devis technique. Ils nous ont envoyé l'appel d'offres. Ils ont demandé de répondre à ça. Et en principe, ça répondait aux besoins de Pontiac, de Gatineau, pas mal toute la région. Il y avait potentiellement 85 000 tonnes de déchets disponibles. Pour une utilité telle que la nôtre, c'est pas beaucoup. Chaque ligne de production que nous, on met en place gère environ 100 000 tonnes de déchets par année. C'est un petit peu moins. Donc, on appelle ça s'étirer le coût, augmenter le prix à la guérite pour compenser le manque à gagner s'il y a 15 000 tonnes de moins qui rentrent. Bon, en tout cas, fait une histoire courte. J'ai posé un certain nombre de questions pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait trouver des solutions pour rentabiliser cette opération-là à Gatineau. Et voir dans quelle mesure ça a ouvert ça. Fait que la première question, c'était est-ce qu'on peut prendre des déchets qui proviennent de l'extérieur de la région puis de les joindre au vôtre pour qu'on mette une usine en place qui bénéficie à tout le monde? Comme l'Ontario, on est à côté de l'Ontario, ça répète. Ottawa, par exemple. Ouais. Hein? On va prendre tous les déchets d'Ottawa avec Gatineau, puis déjà, on a une usine. Je vous le dis en message, pas codé, là. C'est encore vrai aujourd'hui. On peut faire ça demain matin. Donc, essentiellement, puis là, on parle de la grande région, là, de Ottawa, Outaouais, ça. Oui, Gatineau, Ottawa. Donc, à l'époque, la réponse était non. Pas question de faire venir des déchets de voisins, on n'est pas la poubelle des voisins. Bon. Là, on parle de développement économique, on n'est pas la poubelle des voisins. On fait du développement économique majeur avec un outil de développement qui s'appelle des matières résiduelles. C'est ça la vérité, là. Fait qu'on pourrait, à la limite, faire venir des déchets des États-Unis, hein, puis on ne serait pas la poubelle des États-Unis. Il serait nono de nous les donner, puis de payer pour nous les donner, parce que nous, on va les mettre en valeur de façon telle qu'on va faire de l'argent, entre guillemets, à leur insu. Parce que c'est ça la vérité, là, quelque part, parce qu'ils ne sont pas au courant de la beauté de cette affaire-là. Donc, pour revenir à l'histoire, j'ai posé aussi une question. De mémoire, il faisait un financement ou il donnait un contrat sur 15 ans, je pense. Je ne suis pas sûr par cœur des chiffres, là. Fait que moi, je leur ai dit, y a-t-il moyen d'avoir un contrat de 25 ans? Parce que là, plus tu raccourcis les délais d'un contrat, le financement, généralement, il va avec la même longueur que la durée du contrat. Okay. Donc, tu augmentes le prix à la guérite, la partie, si vous voulez, de remboursement du prêt qui est dans le prix par tonne que chacun paye. Donc, tu augmentes ce montant-là et ça rend l'accessibilité moins facile aux usagers. Donc, ça veut dire que finalement, le prix de la guérite monte de façon significative. Donc, moi, je lui ai dit, vous auriez avantage à extensionner sur 25 ans le contrat. Le prix de la guérite va baisser de 10 à 20 $ la tonne. C'est à vous de choisir, là. Si vous voulez rendre ça plus accessible, la durée de vie de l'usine, de toute façon, est au moins de 25-30 ans. C'est ridicule de mettre ça sur 15 ans. Ouais. Puis surtout, si vous faites ce move-là pour régler votre problème, pourquoi vous ne le réglerez pas pour longtemps, puis en payant le moins cher possible? Puis en plus, les taux d'intérêt n'étaient pas très élevés à l'époque. En tout cas, ça aurait été un bon timing. Mais encore là, probablement que... En ce moment, ça serait un timing aussi bon qu'à l'époque. OK. Mais en tout cas, fin d'histoire courte, ça n'a pas fonctionné. L'appel d'offres a été... il n'y a rien arrivé par la suite. Okay. Il n'y a personne qui... Je savais, il n'y a personne qui... pouvait fournir une technologie avec si peu de déchets qui avait fait ses preuves. Nous, on savait, la plus petite usine qu'on pouvait mettre en place, c'est 100 000 tonnes, mais on savait très bien que le prix à la guérite
amortir sur 100 000 tonnes, c'est pas beaucoup. Si tu as 200 000 tonnes, ça coûte moins cher à Guérite que si tu as seulement 100 000 tonnes pour amortir l'ensemble des frais ou des équipements de base, si on peut dire. Par exemple, je donne un exemple simple. Tu sais, la rampe d'accès, par exemple, à l'usine. Si tu as 100 000 tonnes pour finalement payer cette rampe-là, l'amortir, au lieu de 200 000 tonnes, ben, c'est mieux avoir 200 000 tonnes, ça va se payer plus facilement. Donc, c'est un peu la même chose à l'ensemble des outils et des équipements qui font partie de l'usine, qui sont nécessaires avec l'éducation. Plus tu as de tonnage, ben, plus c'est facile finalement d'amortir, plus tu améliores l'accessibilité de ton service. Donc, finalement, ça n'avait pas reçu non plus l'adhésion du conseil. Donc là, j'ai écrit une lettre, j'ai dit, écoutez, s'il n'y a pas d'ouverture, ni pour ça, ni pour le terme, ni pour la quantité de déchets provenant de l'extérieur, j'ai dit, il n'y a pas de projet, puis je ne trouverai pas personne qui va faire ça. Puis il n'y a effectivement personne qui a fait ça. Aujourd'hui, on regarde, depuis ce temps-là, il y a eu l'exemple de Plasco Energy dans Ottawa qui a essayé de faire excusez-moi, un traitement de déchets par plasma avec une technologie qui n'était pas éprouvée commercialement et qui a finalement fait banqueroute ou en fait cessé ses opérations. Le promoteur avait beaucoup d'argent. Il pensait qu'avec l'argent, il serait capable d'arriver à ses fins. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, nous, quand on a fait notre recherche en 2004, on cherchait quelque chose qui était déjà éprouvé commercialement, parce qu'on ne voulait justement pas arriver avec une situation comme Plasco. Ouais. Puis on savait qu'il n'y a pas personne. À l'époque, on pensait vendre des usines à des villes comme Montréal, Québec et autres, et des régions, et on pensait leur vendre. Donc, il fallait avoir une technologie qui avait fait ses preuves pour pouvoir éventuellement intéresser quelqu'un. Donc maintenant, c'est ça. Nous, on pense qu'il y a plusieurs formules. On a essayé plusieurs solutions. Une des raisons pourquoi ça avait pris passablement de temps avant d'arriver aujourd'hui à une situation qui est proche de l'idéal, on pourrait dire, c'est qu'il faut avoir accès à des volumes de déchets pour une certaine durée de temps. Tantôt, on parlait de financer ça sur 20 ans, sur 25 ans, mais si je n'ai pas les déchets pour le 20-25 ans, pas d'approvisionnement garanti, je ne pourrais pas trouver de financement pour faire ça. Donc, ça va ensemble. Donc, avoir accès à des volumes de déchets sur 25 ans, au Québec, avec la réglementation actuelle, c'est pas facile parce que les municipalités, de facto, ils ont le droit de contracter sur 5 ans. Dépasser ça, il faut qu'ils demandent une permission. Et là, mis à part Montréal et Québec, il n'y a aucune autre municipalité, ou peut-être Laval, où tu peux mettre en place une usine en faisant un seul contrat avec une seule municipalité. Donc, il faut réunir les intérêts. Comme en Chaudière-Appalaches, par exemple, j'ai essayé de réunir les intérêts des 10 MRC de Chaudière-Appalaches pour avoir accès à l'ensemble des déchets produits dans cette région-là et finalement d'avoir un contrat sur 25 ans. Finalement, quand j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est ça aussi qui fait que ça prend du temps à implanter, c'est qu'il y a plusieurs conditions à respecter pour que l'ensemble du modèle, l'ensemble du puzzle, je me permets cette expression, tienne ensemble. Ouais. Donc, ça prend les déchets, ça prend éventuellement un acheteur d'énergie à long terme, ça prend du financement sur la même durée de temps, 20-25 ans, idéalement. Ça prend, dans notre cas, nous, éventuellement des acheteurs pour la laine de roche, éventuellement des acheteurs pour les légumes fruits bio qu'on va produire. Tout ça fait partie d'un casse-tête qui, en fait, est résolu par ce qu'on appelle une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité rend compte, en fait, l'ensemble de ces problèmes-là, puis il trouve les solutions. Puis éventuellement, une fois qu'on a les solutions, puis là, on voit dans quelle mesure ce modèle-là peut tenir la route à cette région-là. Et on valide l'ensemble des items qui font partie des coûts, éventuellement des équipements et l'ensemble des revenus, tout ça. Donc ça, c'est une des prochaines étapes qu'on va éventuellement franchir après avoir ficelé le financement, c'est faire cette faisabilité. OK. En tout cas, je serais vraiment curieux de voir parce qu'il me semble que je le verrais, quelque chose qui pourrait être viable comme ça. C'est sûr, je fais juste de la télé, moi, là. Mais je me sens que je verrais ça sinon, dans Gatineau, Ottawa, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait être viable. Là, ça fait longtemps qu'on parle, fait que j'ai comme oublié, c'est quoi les chiffres que vous avez apportés au début qu'on n'a pas regardé finalement? Essentiellement, les chiffres, ils parlaient d'une part de l'utilisation potentielle du gaz de synthèse. OK. Tu sais les mettre à l'écran, s'il te plaît, Jeanne-Sophie? C'est celui avec les chiffres qui est le deuxième, si je ne me trompe pas. Oui.
Je parlais aussi des réductions de gaz à effet de serre. OK. Donc, essentiellement, quand on parle de la production de gaz de synthèse, qu'est-ce qu'on peut en faire? Puis ce n'est pas exhaustif, qu'est-ce que je vais dire, mais ça donne quand même un aperçu. Ben. Donc, on peut produire de l'hydrogène, comme on l'a mentionné un peu tantôt. Donc, avec une usine de 200 000 tonnes de capacité, on peut produire 10 300 tonnes d'hydrogène, ce qui est quand même appréciable. On pourrait éventuellement faire 44 millions de litres d'éthanol. C'est ce qui est actuellement un de nos grands intérêts en ce moment dans Chaudière-Appalaches comme solution potentielle. Mm-hmm. On pourrait produire du carburant d'avion de 26 millions de litres et plus. Du diesel, en fait, ça devrait être écrit du biodiesel, 26 millions de litres lui aussi. On pourrait produire 15 MW d'électricité en puissance. Mais là, je vous arrête, quand on parle de carburant d'avion, exemple, bon, biodiesel, on sait que c'est mieux que du diesel au niveau des émissions que ça va faire. Oui. Carburant d'avion, c'est pas le même carburant. C'est carburant vert. OK. Fait à partir de déchets. Ce n'est pas du carburant fait à partir de pétrole. Non, mais je me demandais parce que... Et donc, on parle de réduction de gaz à effet de serre. OK. Directement. En remplacement de kérosène, par exemple. OK. Puis parce que c'est un carburant qui émettrait pas après ça de gaz ou il en émettrait moins? Il y aurait des émissions réduites en gaz à effet de serre. OK. Oui, tout à fait. Tu peux le remettre, Jeanne-Sophie, s'il te plaît. Ensuite, au niveau du côté, ce qu'on appelle le recyclage au sens large, on parle de production de laine de roche à partir de sous-produits. Donc, on parle de 69 000 tonnes, c'est quand même énorme. En termes de recyclage, il y a des métaux à l'intérieur des déchets. Donc, évidemment, les métaux qui sont là, on les récupère. On parle d'à peu près 6 000 tonnes. Mm-hmm. 3 000 tonnes par 100 000 tonnes de déchets, à peu près, de 3 %. Ensuite, il y a 600 tonnes de soufre qui peuvent être utilisées en industrie. Et également du zinc, 2 000 tonnes de zinc qui éventuellement vont être utilisées aussi en métallurgie. Okay. Concernant les gaz à effet de serre, on en a parlé un petit peu tantôt. Vous avez le total pour d'ici 2030, c'est 1 272 458 tonnes équivalentes de CO2 qui vont être éventuellement évitées. Donc, on va réduire les émissions de 1,2 million. Pour l'objectif de 2050, avec la même usine, on parle de 4 877 806 tonnes équivalentes de CO2 qui ne seront pas émises grâce à notre projet. Puis 2030, ça, c'est l'objectif qui avait été établi par Québec. En fait, les deux objectifs principaux, on parle de 2030 et 2050 la plupart du temps. Là. OK, mais 2050, je me souviens, à l'accord de Paris, c'est là qu'il avait parlé, je pense, de 2050 au Canada. Pour les réductions? Généralement, les gouvernements ont deux cibles. Il y a les cibles pour 2030 et les cibles pour 2050. Okay. J'ai oublié 2030. Il y en a qui parlent de zéro émission d'ici 2050. Là. Ça n'arrivera pas. C'est une grosse bouchée. C'est une grosse bouchée en tabarouette. Ouais. Puis présentement, le Canada, il y en est à combien, on l'a-tu dit? À combien est-ce qu'on est d'un objectif? Écoute, actuellement... On est loin. On n'est même pas dans le bon sens au niveau canadien. Là. Non. Hein. Non. Au niveau québécois, on a réduit un peu, mais au niveau canadien, c'est une augmentation qu'on vit. Je n'ai pas les chiffres frais à la mémoire, honnêtement, je m'excuse. Non, c'est correct. Mais je le sais actuellement, depuis que Trudeau est là, puis les autres avant, c'était pas mieux, là, Harper, encore moins, il n'y a pas réellement de solution de ce type-là ou autre qui ont été implantées pour le gaz à effet de serre. Ouais. Point. Non, mais il en parle, mais il n'y a rien. Les plus grosses solutions qui sont sorties, je pense que c'est il voulait bannir les pailles. La plus grosse solution, c'est qu'ils voyagent moins. Ah. Prendre l'avion moins souvent, ça fait que moins de GS. Je fais une blague, là, mais... Ouais. Non, mais j'ai rien entendu de concret, puis je me souviens aussi, on avait quand on avait l'émission de Françoise Boivin, qui est une chroniqueur en politique, qui venait ici, puis dans le dernier mandat, dans le premier mandat, là, il y avait rien de concret, puis à chaque fois, elle revenait souvent avec ça, puis non, il n'y a rien de concret qui se fait, puis ça ferait partie d'une des solutions concrètes qu'on pourrait implanter. En fait, il pourrait facilement, je vous donne un chiffre de même, là, et très, très, très facilement, on pourrait implanter 25 usines au Canada. Facile. Il y a 25 millions de tonnes de déchets à peu près enfouis. Là. Donc, on peut... C'est une usine par million de tonnes. On ne fera pas des usines avec 1 million de tonnes de capacité chacune, là. Mais
rentrer dans le marché actuel, vu la place des gens qui sont du domaine privé qui sont là, qui ne se laisseront pas faire, à moins qu'il y ait un règlement qui bannisse l'enfouissement, ce qui est arrivé au Japon, soit dit en passant, en Allemagne, d'autres places, puis qui devrait être fait tenant compte du fait qu'on peut faire quelque chose de positif avec tes déchets et les traiter comme des matières premières, là, comme je le disais tantôt. Mais est-ce que il va y avoir en poste quelqu'un qui va avoir le courage politique de dire, moi, là, c'est fini l'enfouissement, waste management et compagnie, là, bah, out. Retournez avec vos bébés chez vous, parce que c'est pas des compagnies canadiennes. Là. Et je sais pas. Pour l'instant, je le vois pas. C'est complexe là, maintenant, là, avec les accords qu'on a avec les autres pays. Là, si tu nuis à la possibilité d'une compagnie de faire de l'argent au Canada, les garçons rendus qui peuvent te poursuivre, puis, c'est gros. Là. Disons que c'est faisable, quelqu'un qui veut. Oui, il y a comme tout avancement de société, c'est jamais simple. C'est rare que c'est simple. Hein? Ouais. Le plus difficile, au départ, c'est de prendre une décision. Par quelqu'un qui a une colonne, puis qui est prêt à aller au front, puis y aller jusqu'au bout. Ils sont rares. Hein? Oui, c'est clair. Puis parce que je me dis aussi que ça, c'est une solution dans le domaine, mettons, de l'enfouissement. Si quelqu'un est capable, comme je dis, d'avoir la colonne, de faire de prendre des grosses décisions pour un changement à ce niveau-là, ben il y aurait espoir après de le voir dans d'autres domaines aussi. T'sais. Écoute, juste en retombée économique, là, ça. Tu me donnes quelques petites secondes, je vais vérifier mon chiffre parce que là, ma mémoire est bonne, mais. Ouais, OK. On a fait un petit estimé, juste pour le plaisir de la chose. Si on faisait 7 projets comme Chaudière-Appalaches, ça faisait 200 000 tonnes chacun, là, on générait pour le Québec des retombées économiques qui sont, soit dit en passant, toujours calculées sur une base de 10 ans. Hein, l'impact d'un projet sur 10 ans, ça donne quoi comme retombée économique, par exemple, d'impôts supplémentaires, de TVQ supplémentaires, etc. On calcule tout ça, mais on fait le cumul sur 10 ans. Donc, s'il y avait 7 projets qui ne seraient pas zéro déchet enfoui, mais on tendrait vers ça, là. On parle de 1,260 millions de retombées économiques pour le Québec, de plus dans ses poches. Je parle pas d'argent qu'ils ont investi dans le projet, là. Oh ouais. Je parle juste pas un retour sur un investissement qu'ils auraient fait. Si moi, je finance tout moi-même, là, je m'installe, ils me fournissent ces déchets, ils vont recevoir un chèque d'1,2 milliard, 1,260 millions sur 10 ans, d'entrée nouvelle dans les poches du gouvernement. C'est dur de cacher là-dessus, me semble. Fait que moi, quand je regarde ça, puis je dis, je fais mur à mur, 5,2 millions de tonnes, parce que là, on parle, dans ce cas-ci, de 1,4 million de tonnes par année. On multiplie ça par 3, 4, là, 3, mettons presque 4 fois, 3 fois et demi. Bien, on parle de 3,5 à 4 milliards de dollars supplémentaires dans les coffres du gouvernement. Puis sans qu'ils investissent un sou. S'ils investissent, c'est beaucoup plus d'argent qu'ils vont faire. Beaucoup plus. Parce qu'il y a un retour important. Ce projet-là, puis je ne vais pas le vanter nécessairement, mais juste essayer de refléter la réalité. J'ai rien vu de comparable. Je suis un ancien courtier en valeur mobilière, soit dit en passant, père en fils. Là. Okay. Je connais le milieu financier. Là. Je ne suis pas le premier venu, ni le dernier. Donc, des projets comme ça, moi, dans toute ma carrière, j'ai été 5 ans courtier en valeur mobilière. Je n'ai pas vu un dossier qui arrive à cheville de ça. En termes de rentabilité, en termes name it, là. En termes d'impact pour une société, j'en connais pas. Je veux dire, c'est simple, puis je mets au défi n'importe qui de me dire ça, là, il y a mieux que ça. Je vous le dis publiquement, là, je suis ouvert à entendre ça. Il n'y en a pas. Mais j'ai hâte de voir ce que ce projet-là va donner. J'espère que ça va faire des petits. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai hâte de voir aussi... je souhaite qu'il va y avoir des élus gatineauois qui vont peut-être voir notre entretien d'aujourd'hui, puis ou sinon qui vont prendre le temps de vous rencontrer à un moment donné pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait aussi là, dans la région. Là. C'est vraiment intéressant. Ils auraient tout avantage. En fait, actuellement, il y a des gens qui nous ont approchés depuis près de 4 ans, 3 ans et demi, dans Chaudière-Appalaches. C'est pour ça qu'on travaille là. Il y a d'autres personnes ou d'autres régions qui mériteraient aussi qu'on s'y attarde, puis on va le faire aussi dans la région de Bécancour.
dont l'ancien directeur général, Gaston Bélanger, a un intérêt majeur pour ça. Il a fait son travail en tant que directeur général à l'époque. Il est allé visiter ces usines-là au Japon, puis d'autres procédés pour valider, savoir si ça a de l'allure ou bien si moi, je suis en train d'essayer de lui compter une pipe. Et il a fait le tour du jardin avec l'aide d'un ingénieur qui l'a suivi et qui l'a fait valider, vérifier les technologies, etc., pour en venir à la conclusion que c'est la meilleure technologie au monde que lui connaît. Et actuellement, il dit, moi, je t'en ai une chez nous. Et puis, bon, le timing à l'époque, on avait annoncé ça, si vous regardez sur Internet, c'est encore là, en 2012. On a dit, on va s'implanter à Bécancour. Sauf qu'on a essayé de faire ça, mais là, il manquait des morceaux de puzzle qui ne se sont pas réunis, finalement. Okay. Anciennement, il y avait l'actuel chef du Bloc, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, M. Blanchette, qui pensait que c'était de l'incinération. Bon, il était mal informé par son personnel politique. Là. On avait remis un document d'un pouce d'épais pour dire c'est quoi qu'on faisait, puis d'après moi, il ne l'avait pas lu. Là. Mais en tout cas, pour faire une histoire courte, on n'a pas eu l'appui que ça aurait pris pour faire ça. Et puis, donc, on a continué à essayer d'améliorer notre affaire, puis on l'a effectivement amélioré, bonifié quand même pas mal depuis ce temps-là, pour en faire un modèle maintenant qui est hautement souhaitable et désirable et qui est encore là une base très, très, très solide financièrement. Parce que là, on parle de technologies que l'on combine ensemble, qui ont toutes fait leurs preuves. Produire de la laine de roche, c'est pas quelque chose de nouveau, là. Ça date depuis 1930. Je veux dire, ce procédé-là, là, il a vu neiger, il est très, 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 comment je dirais, performant, et on ne va pas le réinventer. On va le prendre, puis on va le juxter à un procédé de gazification et en créer un modèle qui est unique au monde. En faisant ça, ben, on va bonifier. En fait, on va carrément créer une nouvelle façon de produire de façon plus économique la laine de roche dans le monde. La façon qu'on va faire ça va permettre de sauver à peu près 40% des coûts de production. C'est énorme. Donc, on est en train de créer je cherche un terme, là, ça ne me revient pas, mais quelque chose d'innovateur. On fracture la façon de faire. Il y a un mot pour ça qui ne me revient pas. En tout cas, peu importe. Je sais pas. On est en train de créer quelque chose qui est tellement nouveau là, que ça va changer la façon que ça va se faire dans le domaine au niveau de la fabrication de laine de roche. Donc, essentiellement, moi, c'est comme ça que je vois ça. Je dis, il y a un travail fou qui a été fait alentour de ça. Je ne suis pas le seul là-dedans, soit dit en passant. Je suis tout seul ici aujourd'hui, mais il y a toute une équipe alentour de moi qui m'entoure et qui ont tous la même énergie que moi, à savoir qu'ils vont être payés le jour où ça va se faire. Depuis 16 ans, c'est ce que je fais comme travail, pratiquement à temps plein tout le long, pour arriver à ce que le timing et qu'il y ait suffisamment eu d'informations données de notre part pour qu'éventuellement les gens en place réalisent que ça, là, on ne peut pas se permettre de continuer à nier que des déchets, ça peut être une matière première utilisable. Parce que c'est carrément la réalité. Et de nier ça, continuer à faire ça, c'est complètement insensé. Et ça vaudrait la peine de sortir sur la rue, tout le monde ensemble, pour dire là, arrêtons cette folie-là d'enfouissement. Bien, on va vous souhaiter très bon succès avec ce projet-là, puis j'ai hâte de suivre le dossier, voir où est-ce que ça va aller. Ça va me faire plaisir de vous inviter à venir faire votre tour, voir ça. J'aimerais bien ça, oui. Et il va y avoir une ouverture, c'est clair. Je regarde présentement, puis je ne suis pas un politicien, mais je lis les journaux comme un peu tout le monde le fait. Il n'y a pas une ouverture plus grande pour faire un projet comme ça qu'en ce moment. Depuis les derniers 15-20 ans. C'est prometteur. Oui. Bien, merci d'être venu nous voir et de nous présenter ce projet-là. Vraiment plaisir. Pas tout bien. C'est vraiment ça. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.